Les obstacles majeurs sont derrière elle, même si bien sûr elle peut démater dans le golfe de Gascogne. Ça c'est déjà vu. Mais la pression sera toujours présente. Pas le danger, la tension oui. Il faut qu'elle reste dans le coup jusqu'au bout. On aura ça en tête jusqu'à la fin. Une chose est sûre, ce week-end, il y aura du monde lorsque le club nautique d'Hoxton ouvrira ses portes. Toutes les pensées seront tournées vers la petite fille qui un jour est venue ici, apprendre la voile sur ce lac, en rêvant de pouvoir, plus tard, traverser les océans. Et déjà sur les quais des Sables d'Olonne, il y a une silhouette d'un couple anglais qui est déjà là, qui attend, qui va bien sûr attendre l'arrivée de Hélène MacArthur. Alors dans ce Vendée Globe, il y a eu quand même, il va y avoir encore plein d'histoires, mais il y a une ou deux histoires qu'on voudrait mettre un petit peu en avant parce qu'elles sont assez sympas. C'est vrai. Alors, vous en avez choisi une. Il y a un personnage incontournable, c'est Yves Parlier, qui est parti d'ici il y a 3 mois pour gagner la course, qui a mené cette course à fond de train. Un beau jour au mois de décembre, il a dématé. D'habitude, que fait-on dans ce cas-là? Ma foi, on rentre vers le port le plus proche, la course est finie. Et lui, il a fait... Et c'est interdit par le règlement. On arrête la course. Lui, il a fait ce que personne n'avait fait jusqu'à présent. Il a dit, je vais m'arrêter au mouillage, sans assistance. Je vais regréer mon bateau, reconstruire un mât de 18 mètres de haut et repartir. Et là, ce soir, il est toujours en course avec ce gréement de fortune. Eh bien, mieux que ça, il est avec nous. Yves Parlier, vous nous entendez? Oui, Georges, je vous entends. Alors, comment est le moral après? On a suivi toutes vos péripéties, on les a vus dans certains journaux comme Paris Match qui sont allés vous voir sur place. On a vu un peu cette bande-annonce de Robinson Crusoe. Comment vous en sortez moralement? Eh bien, ça va très bien, Georges. Je souffre un petit peu de la faim puisque maintenant j'ai un manque de vivre évident et la pêche ne donne pas grand-chose. Je mange un peu d'algues que je récupère. Aujourd'hui, j'ai passé les îles Malouines et je suis passé entre 2 îles, les îles Jason au nord-ouest de l'archipel, et ça a été très très chaud avec un premier passage qui a échoué à cause du courant. Mais maintenant j'ai retrouvé le plein Atlantique et tout va bien. Mais vous allez pouvoir tenir si vous n'avez plus de vivre, parce que l'Atlantique c'est quand même un peu long. J'ai à peu près, si je mets 40 jours pour aller au sable, j'ai quelques 800 calories par jour. Et donc il faut absolument que j'arrive à pêcher des poissons. Ah, bon régatier mais pas bon pêcheur. Ah, je suis pas du tout bon pêcheur. J'ai traîné un peu des mitraillettes à maquereau, j'ai pêché un petit peu à la ligne dans ma jeunesse dans la rivière du Grand Morin. Mais depuis, j'ai laissé un peu la pêche de côté pour la compétition. Et heureusement, il y a beaucoup d'internautes qui m'ont envoyé plein de conseils sur mon site. Et donc, je les mets à profit et je bricole des hameçons, des leurres, des lignes. Et il paraît que quand je vais me rapprocher des zones plus chaudes, je devrais attraper des dorades coryphènes ou des bonites. Donc, j'attends ça avec impatience. Est-ce que vous avez des contacts encore avec les autres concurrents ou vous avez des problèmes de batterie? Est-ce que vous êtes encore pleinement dans la course? Non, je suis pleinement dans la course. Disons que j'ai aucun problème de batterie ni de communication, comme vous pouvez l'entendre. Et je converse beaucoup avec Raphaël Dinelli qui est juste à côté de moi. Et sinon, j'envoie des messages un petit peu. Justement, j'ai envoyé un message à Hélène MacArthur tout à l'heure, qui n'est pas passé. Et depuis, j'ai appris qu'elle avait cassé son étai, donc je vais changer un peu mon message, essayer de lui renvoyer un message autant pour la soutenir que la féliciter. Vous pensez être au Sable d'Olonne à quelle époque? J'ai tablé mon rationnement pour une arrivée le 20 mars. Et donc, ça laisse un bon mois encore, quoi, 40 jours. Ben écoutez Yves, merci, bon vent et surtout bonne pêche, hein, parce que ça va devenir important.
Et bon courage. Ouais, Et bon tout à courage. fait. Merci. C'est un Alors, tour incroyable. incroyable. Extraordinaire. Vous avez humainement, suivi c'est- tout ça en radio, en message. Moi, c'est une histoire qui me plaît beaucoup parce que bon, Yves, c'était un très très bon marin. Je crois que c'est pas la peine d'en parler ici. Il a un palmarès suffisamment éloquent. C'est sa 3e participation au Vendée Globe. La première fois, il avait dématé le lendemain du départ. Il était revenu au Sable d'Olonne, il était reparti avec un mât neuf. La 2e édition, il avait dû abandonner sur une rupture du gouvernail après une collision avec un glaçon au niveau des Kerguelen. Et cette année, il s'est dit, coûte que coûte, il faut que je finisse et il faut que je gagne. Donc il était un concurrent pour la gagne. Et il a quand même animé en tête toute la première partie de la course. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, enfin beaucoup plus, bon, quand il a dématé, le réflexe normal aurait été de dire, bon, maintenant, il y a l'Australie qui est au nord, je vais l'Australie, j'abandonne et terminé. Et lui, il a dit, humaine quasiment. Moi, je reste dans l'esprit du Vendée Globe. C'est une course, pour moi, ça n'est plus une, mais ça va être une expédition, et c'est ça que moi j'aime dans Il l'histoire. recevra l'accueil qu'il lui faut, je suis sûr, au Sable d'Olonne. Ouais. Alors Stéphanie, il y a une autre histoire qui n'est peut-être plus dans le Vendée Globe, mais qui est partie du Vendée Globe. C'est l'histoire de Bernard Stamm. Vous vous souvenez tous qu'il était au départ de ce même Vendée Globe. Et c'était déjà un exploit parce que son bateau, il l'a construit tout seul, avec l'aide de bénévoles, sans sponsor. Et ça, c'était déjà une sacrée... un bateau qui définit comme un avion, d'ailleurs. Alors, le contrepoint de ça, c'est qu'il a manqué de temps, de préparation. Et bilan, peu après la course, 2 moteurs de pilote grillés, une barre cassée. Et plutôt, alors, Bernard a préféré abandonner pour préserver l'avenir. Et là, il est reparti. Et cette fois, c'est à New York, en compagnie de 3 équipiers. Il est parti tenter le record de la traversée de l'Atlantique en monocoque. Et il a bien fait, parce qu'après des surfs vertigineux à 30 nœuds, ils ont franchi la ligne mardi dernier, au large de Ouessant, dans la ligne virtuelle entre le Cap Lizard et Ouessant. Et Bernard Stamm détient désormais le record en monocoque. Il l'a fait en 8 jours, 20 heures et 55 minutes. C'est une belle revanche. Ça fait des belles moyennes, hein, ça, là, Philippe. Hein, pas mal, J'en hein. profite, puisque je suis entourée de marins très confirmés. Quel était le précédent détenteur du record? C'est Marisha, 3, un grand monocoque anglais. Ils savent tous. C'était un bateau qui faisait 40 mètres, alors que le bateau de Bernard n'en fait que 18. Voilà. Et- Bon, on va pas se lancer dans toutes les statistiques. En tout cas, on va tous se retrouver demain pour l'arrivée du premier concurrent, donc début d'après-midi. Vous serez sur l'eau ouais. Moi, je pense que j'irai quand même. Et vous, Alain, vous serez avec nous pour animer ce direct. Pourquoi pas? Bah si, il faut. Ça va être un beau spectacle. Ça va être un beau spectacle. Je crois que la ville des Sables lui réserve un accueil assez imprévu et assez beau. Il y aura du monde sur les quais. Stéphanie, la semaine prochaine dans Thalassa, ben oui, parce que l'heure tourne, que voulez-vous? Voilà, la semaine prochaine, on part au large de la Guinée-Bissau, dans un archipel assez méconnu qui s'appelle les Bijagos. Oui. Et là-bas, depuis quelques années, on a trouvé un véritable trésor qu'on ne cesse d'exploiter. On appelle ça l'or gris, c'est le requin. Toutes les espèces sont chassées, traquées, pour leur malheur et pour le bonheur de certaines papilles gustatives. Quelque part au sud des Bijagos, Mike Tyson est à l'ancre. Cela fait déjà 7 jours que son équipage est à la recherche de l'or gris. Il est à peine 7 heures. La longue relève commence. Sur une mer revêche, il faudra une bonne heure pour achever la manœuvre. Ce n'est qu'au bout de 45 minutes qu'apparaît enfin l'objet de toutes les convoitises. Ramenez-le par là. Un jeune requin bulldog d'une centaine de kilos, mort étouffé dans le filet. Des carcasses de raimanta et de requins marteaux pour l'essentiel. Après une semaine en mer, on est loin de la pêche miraculeuse. Fabi connaît les tarifs de l'aileron. De 350 à 600 francs le kilo, suivant la grosseur et la qualité. La chair du requin, elle, ne vaut que 10 à 12 francs. La voilà l'explication de cette pêche à outrance. Regarde ce requin. Il a à peine 4 mois. C'est pas normal. Fabi en est conscient. En abaissant l'âge des captures, on empêche la régénération des espèces. Mais que peut faire un jeune capitaine qui doit entretenir 7 hommes d'équipage et un bateau? Vu le peu de rendement, les forçats de l'aileron s'attendent à rester encore une longue semaine en mer. Voilà, c'est vendredi prochain dans Thalassa.
Et demain, je sais que vous êtes tous des fidèles de France 3, eh bien vous restez sur France 3 toute la journée demain, et au milieu de la journée, en début d'après-midi, vous retrouvez toute l'équipe Thalassa qui sera sur le pont, en compagnie d'Alain Gauthier, Philippe Gentot, pour l'arrivée en direct du Vendée Globe, c'est donc en début d'après-midi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Faut pas rêver, Laurent Bignona se reçoit quelqu'un qui va intéresser tous ceux qui aiment la mer et qui ont chanté la mer, puisqu'il reçoit Hugo Frey. On se retrouve donc demain, début d'après-midi, pour l'arrivée en direct du Vendée Globe. Bonne soirée à tous et bon vent. Vous ne chantez pas.